7 milliards de terriens. Et c'est lui que j'ai choisi pour l'Art Review. J'accueille Riyad Sattouf. Riyad Sattouf, bonsoir. Bonsoir. Avant de passer à l'Art Review, le magnéto de Blacko, Laurent. 1978, Riyad Sattouf naît à Paris d'un père syrien et d'une mère bretonne. Ils partent vivre en Libye, puis s'installent en Syrie, où Riyad vivra jusqu'à l'âge de 12 ans. Sa mère le ramène alors en France. Il passe son bac à Rennes, où il fait les beaux-arts, avant d'étudier l'animation à l'école des Gobelins à Paris. 2000, Riyad publie sa première BD intitulée Petit Verglas. Le scénario n'est pas de lui, et son dessin est encore assez classique. C'est en 2002 qu'il affirme son style graphique avec Le Manuel du Puceau. À partir de 2005, il publie chaque semaine dans Charlie Hebdo La vie secrète des jeunes. Puis on le retrouve dans Fluide glacial, où il crée le personnage de Pascal Brutal, super-héros aussi viril que débile. 2009. Riyad se lance dans le cinéma. Son film Les Beaux Gosses révèle l'acteur Vincent Lacoste et décroche le César du meilleur premier film en 2010. Les Beaux Gosses de Riyad Sattouf. Les Beaux Gosses est une chronique sur l'adolescence basée sur les personnages d'Hervé, ado de 14 ans, plutôt ingrat physiquement, moyennement malin et débordé par ses pulsions. La même année, il obtient aussi le Fauve d'Or à Angoulême pour le tome 3 des aventures de Pascal Brutal. Riyad tourne alors un second film, Jackie au royaume des filles, une comédie qui se déroule dans un pays où les hommes sont soumis à la dictature des femmes. Le film sort en 2014, mais c'est un échec commercial. Riyad quitte alors Charlie Hebdo, abandonne son personnage de Pascal Brutal et rejoint le Nouvel Obs, où il raconte chaque semaine la vie d'Esther, une vraie petite parisienne de 10 ans. 2015, Riyad décroche un nouveau Fauve d'Or au Festival d'Angoulême, cette fois pour le premier tome de L'Arabe du futur, une BD autobiographique sur son enfance en Syrie. Les 3 premiers tomes seront traduits en 22 langues et se vendront à 1,5 million d'exemplaires à travers le monde. Le 4e tome sort en 2018 et détrône carrément Zemmour du sommet des ventes. Riyad a même le droit à son exposition au Centre Pompidou. 2019, l'infatigable Riyad sort le 4e tome des Cahiers d'Esther, qui a maintenant 13 ans. Forcément, en enchaînant les succès de cette façon, pas étonnant qu'il soit ce soir chez Ardisson. Et voilà, Riyad Sattouf. Tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, l'Art Review. Riyad Sattouf, bonsoir. D'abord, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est la première fois que je vous reçois dans l'une de mes émissions. C'est comme un premier rendez-vous. Vous buvez quoi? Là, c'est de l'eau fraîche. De l'eau fraîche. Vous êtes dit quoi dans le taxi? Merde, je vais devoir dire à quel âge je me suis fait violer par un imam en Syrie? Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je me suis dit que j'étais très content de venir parce que je vous ai regardé très très souvent à la télé et ça me fait un petit effet, un petit choc d'être avec vous. Ça me fait très plaisir. C'est comme moi le jour où je ferai Drucker. Ah, j'ai déjà fait. Tout le monde l'a fait sauf moi. Alors Riyad, vous êtes l'auteur de nombreuses BD à succès. La vie secrète des jeunes, publiée d'abord dans Charlie Hebdo, Pascal Brutal, Les Cahiers d'Esther et bien sûr L'Arabe du futur. Votre enfance en BD qui vous a valu de nombreux prix et qui s'est vendu pratiquement à 2 millions d'exemplaires. Vous êtes également cinéaste avec Les Beaux Gosses et Jackie au royaume des filles. BD ou ciné, tout part toujours du dessin. En tout cas, faites gaffe quand même, parce que vous savez que dessinateur aujourd'hui, c'est un métier à risque. Un petit peu comme patron de bistrot à Marseille ou CRS le samedi. Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des et des. Alors, Riyad, vous êtes né le 5 mai 1978 d'une mère bretonne et d'un père syrien. C'est lui qui a gagné pour le prénom. Hein. En même temps, Gwenaël Sattouf, ça aurait été bizarre. Donc c'est mieux que ça soit Riyad, quand même. Alors, on vous a prénommé Riyad, mais quand on voit cette photo, vous avez vraiment une tête de petit breton. Hein, quand vous étiez gosse, vous étiez un petit breton. D'ailleurs, vos enfants sont blonds. Oui. Bah oui. Tout à fait. Comme quoi. Alors, cette photo a été prise en Libye. Vous avez habité pendant votre jeunesse. Votre père, Abdelrazak, était enseignant, ici d'une famille très pauvre. Il était un brillant élève. Il avait obtenu une bourse pour étudier en France.
il a fini quand même par décrocher un doctorat d'histoire à la Sorbonne. Tout à fait, oui, oui. Alors, au Resto U de la Sorbonne, votre père a rencontré votre mère, Clémentine. Oui, en fait, mon père parlait très très mal français. C'était un énorme dragueur. Et donc, il officiait quand même pas mal dans les restos U. Et en fait, il a commencé par draguer la copine de ma mère. Et en fait, il lui a proposé un rendez-vous, mais il parlait très mal. Il dit, ouais, comment tu t'appelles et tout. Elle dit, j'ai pas de nom. Ah, j'ai pas de nom, c'est joli ça comme nom. Et, tout. Et il dit à ma mère, et toi, comment tu t'appelles? Elle dit, comme elle, c'est joli. et donc, après ça, il lui demande un rendez-vous. Il demande un rendez-vous à la copine de ma mère. Ouais. Et ma mère lui dit non, mais laisse tomber. Puis en fait, il les collait à fond. Elle lui dit d'accord, demain 19h, place de l'Opéra. Et elles se cassent toutes les deux. Et en fait, elle pensait le planter, mais ma mère a eu pitié de lui. Et elle est allée au rendez-vous. bien. Et voilà, je suis là. Et vous êtes là et on est très heureux que vous soyez là. Alors en 1982, alors qu'on propose à votre père d'enseigner à Oxford, il choisit la Libye. Ensuite, vous poserez vos valises en Syrie, près de Homs. Et vous dites, mon père était un nationaliste arabe. Il était pour sortir le monde arabe de la servitude et voulait participer à l'éducation du monde arabe. En fait, c'était un admirateur de Nasser. Il était dans le panarabisme. Il était bassiste d'une certaine façon. Oui. Après, il a été islamiste. Mais au départ, il était laïque bassiste, comme tous ces dictateurs du Moyen-Orient. Il était fasciné par Saddam Hussein. Oui, c'était sa grande idole, en fait. Parce que déjà, Saddam Hussein était sunnite comme lui. Ouais. Il adorait aussi Hafez el-Assad, mais c'était pas comme il était alawite, c'était pas... Ouais. Mais Saddam Hussein, en fait, il pensait avoir un destin comme Saddam Hussein. Saddam Hussein venait d'un petit village misérable et il s'était enfui. Ensuite, il avait rejoint son oncle qui lui avait appris à lire et à écrire. En fait, des années plus tard, il avait fini par faire un coup d'État. Donc mon père pensait qu'il aurait un destin exactement semblable. Il rêvait de faire des coups d'État. Mais quand Saddam Hussein a été arrêté, il était très humilié, votre père. Hein. C'est vrai qu'en fait, c'était quelqu'un d'assez brutal aussi. C'est-à-dire, comme Saddam Hussein, qui avait fait progresser l'Irak de manière incroyable. Il avait construit des routes, il avait eu un prix de l'UNESCO pour l'alphabétisation de son pays, mais il exécutait ses opposants à tour de bras. Mon père pensait comme ça. Votre père était d'extrême droite, on peut le dire. Oui, moi je pense on peut vraiment dire qu'il était d'extrême droite. Il admirait pas seulement Saddam Hussein, il adorait Pinochet. Le Pen. Le Pen, il pensait que c'était le plus grand homme politique français. C'était l'homologue de Saddam Hussein. En tous les cas, votre père, il voulait que vous alliez à l'école. Il vous disait, tu vas à l'école parce que l'arabe du futur, lui, il va à l'école, ce qui a donné le titre de vos célèbres bandes dessinées. Alors, vous étudiez le Coran, mais vous faites semblant de prier, vous n'y croyez pas du tout. Il voulait à la fois que je grandisse dans les mêmes conditions qui avaient été les siennes, c'est-à-dire dans une école de village avec des enfants très religieux, etc. Et en même temps, il n'exigeait rien de moi en disant « je suis un moderne, tu fais ce que tu veux, etc. Je te force pas ». Enfin, il y avait ces deux choses qui se mélangeaient. Votre mère est blanche, et là vous êtes un peu le blondinet à l'école et les mômes se moquent de vous, quoi. Ils sont hyper racistes avec vous. En fait, ce qui se passait, comme vous avez pu le voir sur la photo, c'est pas seulement que j'étais blond, c'est que j'étais extrêmement beau. Et donc, comme on déteste les beaux en général, souvent non seulement j'étais beau, mais en plus j'étais extrêmement lèche-cul. C'est-à-dire qu'à l'école, j'avais des ultra bonnes notes, j'étais tout le temps avec les profs. Ah oui. J'étais le mec insupportable. Le mec énervant blond, pour les autres. Les maîtresses passaient, mettaient leurs mains dans mes cheveux blonds. Enfin, c'était... Donc, en effet, il m'aimait pas trop. J'avais pas beaucoup d'amis. Oui, c'est vrai. Alors, comme vous n'avez pas d'amis, vous évadez, vous commencez à dessiner, ce qui n'est pas très bien vu en Syrie, et vous lisez Tintin, que votre grand-mère bretonne vous envoie, c'est ça? C'est ça, c'est exactement ça. C'est comme ça que tout a commencé, parce qu'en fait, il n'y avait pas de livre dans le village où on habitait, pas de livre en arabe du tout. Même ma mère, mon père ne lisaient pas. Et les seuls livres qu'il y avait, c'était les Tintins de ma grand-mère bretonne. Et donc j'ai appris à lire le français en lisant Tintin. Pas mal. Voilà. À l'âge de 11 ans, vous rentrez en France, donc avec votre mère, et le retour est aussi violent que la vie en Syrie, parce que ça n'a rien à voir évidemment avec la société que vous connaissez. Est-ce que c'est plus compliqué d'être breton en Syrie ou arabe en Bretagne? En France, en fait, j'ai jamais souffert vraiment de racisme ou d'ostracisation. Si ce n'est le fait que mon nom était ridicule. Mais bon, il y en a d'autres qui ont des noms débiles. Mais voilà, c'est vrai que quand on fait l'appel en classe, ça touffe, tout le monde se tourne, fait enfin, mais c'est vraiment, c'était pas. Il y avait une moindre considération, je dirais, en France. On faisait moins attention à moi.
Alors, exemple de choc culturel, vous savez pas comment aborder une fille, parce qu'en Syrie, c'était un petit peu interdit. Et quand une fille tombe amoureuse de vous, elle vous fait des avances, vous n'arrivez pas à l'embrasser, et elle raconte à tout le monde que vous êtes impuissant. J'étais partagé entre deux pôles. C'est-à-dire, j'avais mon père qui devenait de plus en plus traditionnaliste et ne m'arrêtait pas de me répéter que les femmes étaient le diable et qu'il ne fallait pas leur parler et qu'il ne fallait pas les regarder, qu'il fallait se marier plus tard, etc. Et mon grand-père breton, Ah bah oui, oui. qui lui était ultra obsédé sexuel et Ah oui, avait oui. extrêmement peur Ah oui. Que vous soyez homo. que je sois homo. Il était très homophobe. Et donc, dès qu'on marchait dans la rue, il me disait « Oh, regarde celle-là, t'as vu ?» C'était un moment où les hormones n'avaient peut-être pas commencé à fonctionner. Je sais pas, Ça je vous faisait regardais, aucun effet. aucun effet. Il me disait, Ouais. mais si c'est ça, la regarde. Et voilà. Alors quand on est comme ça, coincé entre deux pôles, c'était difficile de choisir, parce que si on choisissait un par rapport à l'autre, forcément j'allais décevoir un. Donc je crois que c'est à ce moment-là que j'ai choisi une identité qui n'existait pas dans ma famille, en fait, ni du côté syrien, ni du côté breton. C'est l'identité des gens qui font des livres et qui racontent des histoires. Et j'ai choisi ce peuple-là. Est-ce que votre grand-père vous a emmené faire du naturisme? Thierry, vous voulez trop savoir la suite de la rêve de Poutine. Et je sens que vous êtes un extrêmement bon lecteur pour la suite. Sacrée famille. Alors, Riyad, vous êtes ici ce soir pour le 4e tome des Cahiers d'Esther, intitulé « Histoire de mes 13 ans ». Le pitch. Esther est en 5e, elle quitte l'enfance, elle entre dans l'adolescence. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que la vraie Esther, vous avez commencé ses aventures quand elle avait 10 ans, et c'est la fille d'un couple d'amis parisiens. Donc, un jour, elle se confie à vous, et vous dites, c'était comme si un extraterrestre me parlait de sa planète. C'était comme si j'avais ouvert une radio sur Ouais. travers une petite porte. Je me suis dit, mais ça ferait des BD géniales de lui laisser, la laisser parler sur sa vie, sur son quotidien. Et donc je me suis dit, je lui ai proposé, elle en avait absolument rien à foutre. Elle m'a dit oui, pas de problème. Ses parents étaient d'accord, j'ai changé les noms, les lieux, etc. pour qu'on ne la retrouve pas. Et je me suis dit que ce serait marrant de faire un album par Parce que an. Chaque semaine, elle vous raconte des trucs, vous les retranscrivez évidemment d'abord dans l'Obs et ensuite dans des livres et sur Canal. Et vous lui reversez des droits d'auteur ou non? En fait, elle dort là, elle n'est pas au courant qu'elle a quelque chose. Donc vous mettez sur un compte pour quand elle aura 18 ans. On verra. Mais c'est vrai que des fois, on lui a offert des albums d'Esther sans savoir que c'était sa propre vie. C'est arrivé. Hein. Elle a à la fois des copines qui lui offrent la BD à Noël, tu vois, mais elle a aussi des gens qui lui demandent son avis sur cette BD, si c'est réaliste, etc. Donc elle commence à y penser pas mal. Alors, dans ce volume, la jeune Esther s'intéresse à l'adolescence, aux garçons, évidemment, balance ton porc, les fake news, parce qu'elle a une copine complotiste, la pauvreté, la drogue, la mort de Johnny et même Macron. C'est-à-dire qu'à un moment, elle rêve qu'elle coach Macron avant une rencontre avec Poutine. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle pense que Poutine est un facho? Elle a ultra peur de Poutine. Ouais, Je pense parce qu'elle a que, vraiment ultra peur en de fait, Poutine. déjà, son père est un facho pour elle, parce qu'il veut limiter l'usage du portable. Oui, c'est ça. Ouais. J'imagine que... Non, elle a très peur de Poutine. Alors, ce Ouais. qu'elle n'aime pas avec Vladimir Poutine, c'est qu'elle sent bien... Elle est bretonne, déjà. Et ça avait profondément marqué sa famille quand... je ne sais pas si ça va parler à grand monde, mais il y a des avions russes qui sont passés près de la Bretagne il y a quelques temps et ils avaient été interceptés par des rafales. Donc elle, c'était comme s'ils venaient menacer la Bretagne. Ah oui, oui. Donc elle a une gardé ce obsession truc-là, elle a gardé Poutine. ce truc, ouais, elle n'aime pas sa tête. Alors, autre actualité. 1 an après avoir fait votre entrée dans Le Petit Robert, vous avez dessiné la couverture de la nouvelle édition. Alors, il y a des nouveaux noms propres hein, dans Le Petit Robert. Il y a Jay-Z, Kanye West, Mbappé, Griezmann. Vous avez des plans pour y entrer, non? Vous avez dit « La langue française est mon pays préféré ». Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Je suis obligé de l'admettre. En fait, la langue française n'était pas la première langue que j'ai parlé, parce que j'ai parlé l'arabe. Et justement, à cause des livres que m'envoyait ma grand-mère en Bretagne, le français était la langue de l'évasion. C'est la langue avec laquelle je pense aux histoires, avec laquelle j'ai envie de raconter des trucs et tout. Donc, c'est vraiment un... J'ai beaucoup d'affection pour le français. Je sais pas Vous avez comment... beaucoup de talent, surtout. Merci, Thierry. Je n'ai de mon enfant.
Riyad Satouf, merci d'avoir été avec nous.